Bonjour, je suis Bruno Chavagnac, ex-médecin anesthésiste réanimateur, et je suis très heureux de vous retrouver après 2 années d'interruption due au Covid, d'où le petit dessin sur la diapositive. Et on va terminer aujourd'hui la série consacrée à l'histoire de l'anesthésie et réanimation. Et nous allons parler aujourd'hui de l'histoire la plus récente, c'est à peine une histoire, celle de la création des SAMU en France par des médecins anesthésistes réanimateurs. Alors le SAMU, vous le savez, c'est devenu une sorte d'acronyme qui est passé dans le langage courant. Et aujourd'hui, quand on parle du SAMU, on sait que c'est le dernier recours. Et effectivement, Laurent Ruquier s'est présenté comme le recours absolu du paysage audiovisuel français. Alors justement, si vous voulez, on va jouer aux grosses têtes. Qui a dit il est à tout instant des sujets en état de détresse, des sujets qui, comme des navires, sont en perdition. Seule une aide urgente et avisée peut éviter l'issue fatale. Personne ne répond? Eh bien, il s'agit de René Coirier, cet inconnu d'utilité publique, comme l'avait baptisé un jour avec pertinence le médecin d'un SAMU. Nous reviendrons plus loin sur le rôle clé de ce discret fonctionnaire du ministère de la Santé dans la genèse d'une réalisation totalement originale, celle du SAMU en France. Pour faire connaissance avec le SAMU ou Service d'aide médicale urgente, je vous propose 3 chapitres. D'abord, celui des origines jusqu'au XXe siècle, puis nous aborderons l'émergence en France des différentes réponses aux fléaux sanitaires de l'époque par un concept totalement original, celui de la réanimation pré-hospitalière. Et pour terminer, la généralisation des SAMU en France et la création des centres 15 sur l'ensemble du territoire national. Pour commencer, voyons les origines des premières initiatives relatives aux soins ambulants jusqu'au XXe siècle. Dès la guerre de Troie, Vénus se penche sur Énée pendant que le médecin Lapix, déjà un médecin, extrait une flèche de la cuisse d'Énée et Vénus le soigne en versant sur sa plaie le célèbre dictame de Crète, antiseptique et hémostatique. Pendant les croisades, les premiers hôpitaux accueillent les blessés, mais il faut les conduire. Et en fait, c'est avec Ambroise Paré, au XVIe siècle, ici au siège de Metz, le premier chirurgien du roi Henri II impose ses méthodes de chirurgie de l'avant, de chirurgie sur les lieux mêmes du champ de bataille. En 1790, le docteur Jourdan-Lecointre publie un ouvrage sur les moyens de conserver la santé des troupes. Il a cette phrase où tout est dit. Si l'on pouvait apprécier le nombre de braves gens auxquels un délai d'une demi-heure a coûté la vie, on aurait l'attention la plus rigoureuse à porter au plus vite les secours les plus efficaces et les plus prompts. Quelle belle définition avait-il donnée. Et voilà cet ouvrage donc, qu'il a publié en 1790 et qui concerne la santé des troupes, et c'était important à l'époque. Nous voilà cette fois-ci le 19 juin 1815, au lendemain de la bataille de Waterloo, et un homme, une sorte de pillard de cadavres, de Thénardier, va être fusillé par les troupes prussiennes. À ce moment-là, un homme le reconnaît. Cet homme, c'est Dominique Jean Larrey, la providence du soldat, dont la veille, le duc de Wellington disait « Je salue l'honneur et la loyauté qui passent en faisant arrêter les tirs de ses canons. » Et Dominique Larrey avait passé la nuit
à amputer des blessés, à sauver tout ce qu'il pouvait, et effectivement, il est fait prisonnier à ce moment-là. Dominique Larrey a tout inventé. C'est à lui que l'on doit la chirurgie de l'avant sur les champs de bataille, et cet originaire des Hautes-Pyrénées est déjà chirurgien de l'armée du Rhin en 1792. De la campagne d'Italie jusqu'à Waterloo, Larrey sera de toutes les batailles, opérant inlassablement sous la mitraille, ce qui fera dire à Napoléon, c'est l'homme le plus vertueux que je connaisse. Mais ce qui fait de Larrey le véritable précurseur des SAMU, c'est qu'il organise aussi le transfert des blessés, une fois opérés, vers les structures de l'arrière grâce à ses célèbres ambulances volantes, et cela dès 1797 dans la campagne d'Italie. Mais ces déplacements sur le champ de bataille ne sont pas toujours du goût des officiers et des stratèges, et une note lui indique que il est défendu au nom de l'honneur de quitter le champ de bataille pour conduire les blessés durant que la bataille sera disputée. En résumé, les morts sont glorieux, mais les blessés dérangent. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on en est aussi de temps en temps à ce niveau-là. Et dans le même ordre d'idées, le fameux Wurst du baron Percy ne fera guère long feu et transporter les chirurgiens et les aides chirurgiens sur le champ de bataille à cheval sur un caisson d'une prolonge d'artillerie, là aussi ça dérangeait, et l'administration napoléonienne ira même jusqu'à dire cela pourrait rendre les chirurgiens prétentieux. Si la méthode Larrey a conquis les champs de bataille en milieu civil, il n'en est pas de même, hormis quelques avancées dans le secours aux noyés, comme l'usage de la boîte à fumigation de Nicolas Piat, à Paris, à Limoges, à Lyon. Pour le reste, la médecine balbutie. Et c'est au Nouveau Monde, au lendemain de la guerre de sécession, que l'idée de transposer les moyens sanitaires militaires vers les secours civils prend naissance. Et ces moyens de transport s'installent naturellement dans les hôpitaux, comme ici à New York en 1869, équipés de brancards et de trousses médicales, comme vous le voyez, mais surtout avec la présence de chirurgiens ambulanciers que l'on voit ici montés dans le chariot, dans l'ambulance, avec sa trousse. Et l'idée traverse l'Atlantique. En 1880, Henri Nachtel propose à Paris ce qu'il a observé à New York. Les ambulances urbaines sont créées. Avec les encouragements de Victor Hugo, excusez du peu, New York a commencé, Paris continuera. Ce que vous conseillez, monsieur, est conseillé par la raison et par l'évidence. Je vous approuve et je vous félicite. L'initiative va arriver au moment des grandes épidémies à Paris, mais aussi dans toute la France, de variole et de choléra. Et l'hôpital ne peut plus se résumer à l'accueil des indigents et des orphelins, comme le dit si justement Monsieur Laborderie. Si l'hôpital est un lieu d'asile, ses murs n'en sont pas moins battus par les tumultes extérieurs, et l'hospitalier digne de ce nom n'a pas le droit d'ignorer ces grands courants du de. Et l'on arrive au XXe siècle avec un tragique laboratoire pour l'organisation du service de santé. L'évacuation immédiate des blessés n'est plus la règle. Il faut revenir à la chirurgie de l'avant, prônée par Larrey, avec le transport après la mise en condition sur place et surtout le triage chirurgical à l'arrivée des blessés, comme aujourd'hui d'ailleurs dans nos services d'urgence, sont accueillis en premier et pris en charge les plus graves et les autres attendent leur tour. En même temps s'organisent les premières collectes de sang puisque la transfusion sanguine est arrivée.
Et c'est un médecin-colonel Charles Caux, qui effectivement a participé à la Première Guerre mondiale, qui va mettre en place à Paris en 1923 ces postes mobiles de secours dotés de tous les équipements indispensables à la prise en charge des victimes. Vous notez en particulier la source d'oxygène, les différents modèles de respirateurs qui ne sont pas encore très sophistiqués, mais vous voyez ici tout le matériel nécessaire au transport et à la prise en charge des blessés. Petit clin d'œil la même année à mon confrère et complice de l'hôpital de Chalon-sur-Saône que vous voyez au fond, avec l'ambulance des pauvres, bien modeste, qui montait sur le pont Saint-Laurent les malheureux qui étaient pris en charge chez eux ou à domicile, baptisée l'ambulance des pauvres. Et puis, nous arrivons au débarquement, donc en juin 1944. Et sur les lieux mêmes du débarquement, on assiste, et en France c'est une nouveauté, à la prise en charge des blessés sur le terrain lui-même avec des perfusions mises en place par le service de santé des armées américaines. On transfuse également. Et nous arrivons au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Un nouveau chapitre va s'ouvrir sur l'organisation des secours. Et c'est un homme de 29 ans, fonctionnaire du ministère de la Santé, ancien FFI, qui a vécu personnellement le rapatriement des survivants des camps de concentration en 1944, qui rédige la circulaire fondatrice des futurs SAMU relative au secours d'urgence. Cet homme, c'est René Coirier, dont nous parlions au début. Et dans cette circulaire, là encore, tout est dit. Il attire l'attention des autorités préfectorales pour organiser dans chaque département un système plus complet de secours d'urgence pour apporter à tout moment et dans le minimum de temps la garantie de soins qualifiés. Il se réfère au département, structure très française, mais importante. Il y a des hôpitaux dans tous les départements et il demande au préfet de recenser les ressources et de créer un comité de sécurité, un comité de secours d'urgence où tous seront présentés, tous ceux qui peuvent contribuer. Cette circulaire va également faire référence aux différentes étapes, l'appel, en mobile, le transport. En fait, c'est l'arrivée aux USA et au Canada en 1946 d'une recrudescence épidémique virale, celle de la poliomyélite, qui va provoquer, une décennie plus tard, le démarrage en France du système préconisé par René Coirier. Pour lutter contre les insuffisances respiratoires et les détresses liées à la poliomyélite, il n'y a alors que le poumon d'acier, ce véritable cercueil dans lequel on enfermait les malheureux pour les aider à respirer, et ces poumons d'acier étaient rassemblés le plus souvent dans d'immenses salles communes. Vous imaginez ce que cela représentait pour les malheureux qui devaient faire des séances de rééducation respiratoire. En fait, seule la vaccination viendra à bout du poliovirus. Petit clin d'œil aux antivax modernes. En fait, c'est en Scandinavie que la pandémie virale va connaître aussi une recrudescence. Ainsi, en août 52 à Copenhague, l'hôpital est complètement débordé par l'afflux des malades et il n'y a qu'un seul poumon d'acier. Un médecin anesthésiste danois, Björn Ibsen, propose alors une méthode ventilatoire invasive qu'il pratique en particulier en chirurgie thoracique, la ventilation manuelle par insufflation. Mais pour cela, il faut des volontaires qui vont ventiler
jour et nuit, se relayant 24 heures sur 24 au chevet de ceux qui vont bénéficier de cette méthode, et il va effectivement faire passer ce cap terrible d'insuffisance respiratoire aiguë et les sauver d'une mort certaine. À Paris, à l'hôpital Necker, un autre médecin anesthésiste, Maurice Carra, entend parler de la méthode de Björn Ibsen et de sa mécanisation par l'appareil d'Angström. Il se rend à Copenhague en 1953 et Maurice Carra sait que la moitié des poliomyélitiques transportés vers l'hôpital Necker de toute l'Île-de-France décèdent en route. Il démontre que le transport tue. En 1956, Maurice Carra ouvre le premier service de transport médical des grands insuffisants respiratoires poliomyélitiques sous respiration artificielle. La mortalité due au transport passe alors de 50% à 1%. Le transport médicalisé interhospitalier il fabrique à cette occasion les premiers respirateurs de transport, respirateurs pneumatiques, le célèbre RPR, et il organise une permanence téléphonique 24 heures sur 24 pour assurer le transport. Et le département d'anesthésie et réanimation, logé à côté du garage des ambulances, est plutôt modeste. Ça a bien changé. À Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, où l'on accueille aussi les malades atteints de poliomyélitique de toute la région, le constat va être le même comme à Toulouse ou Bordeaux, et la réanimation respiratoire se généralise. Dans l'immédiate après-guerre, un nouveau fléau apparaît sur les routes nationales, en particulier celle qui mène dans le Midi, la célèbre route nationale 7. En 5 années, de 1950 à 1955, le nombre annuel de tués sur les routes passe de 5 000 à 10 000. En 1954, un neurochirurgien des hôpitaux de Marseille, Marcel Arnaud, est témoin d'un violent accident de la route près d'Aix-en-Provence. Un cyclomotoriste est à terre, inerte, ne respirant plus, sans pouls, avec une plaie crânio-cérébrale, il est décédé. Sauf que 15 minutes plus tard, quand les gendarmes arrivent sur les lieux, le mort a un pouls perceptible et quelques mouvements thoraciques. Il fait alors en 1954 une communication remarquée à l'Académie de médecine dont il est membre. 50% des blessés de la route meurent avant d'arriver à l'hôpital. 100 ans plus tard, c'est la catastrophe du Mans, 84 morts et 120 blessés, le plus grave accident du sport automobile. Hélas, marque les esprits. Il faut faire des choses. Marcel Arnaud a dans son service un jeune assistant à qui il conseille de s'installer à l'hôpital de Salon de Provence. Il s'appelle Paul Bourret et il est imprégné des idées de son maître et il va proposer dès 1956 au conseil d'administration de l'hôpital la création d'une antenne mobile de réanimation avec les internes de l'hôpital. En septembre 1957 a lieu la première sortie primaire d'une ambulance médicalisée de secours routier sous le patronage de la prévention routière et de la ville de Salon de Provence. Ce n'est plus le blessé qui vient à l'hôpital, c'est l'hôpital qui vient à lui. À bord de l'ambulance, l'équipement est sommaire, mais l'essentiel est déjà là pour l'immobilisation des membres. Le bilan médical est fait, des lésions, et c'est quand c'est nécessaire, on peut même faire une transfusion de sang. Plus tard, Marcel Arnaud, au 59e congrès français de chirurgie, présente les premiers résultats très positifs de l'antenne de Paul Bourret. Et il va lancer cette phrase passée
et répéter après à l'envi sa fameuse phrase: on relève un blessé, on évacue un moribond, on hospitalise un mourant. La solution: il faut des antennes mobiles médicales partout en France. Marcel Arnaud et Paul Bourret vont ainsi représenter avec Maurice Carra le premier commando de l'aide médicale d'urgence qu'appelait de ses voeux René Coirtier. Et pour montrer l'évolution des choses, entre 1957 et 1962, en 5 années, ce n'est pas moins de 10 hôpitaux qui vont s'équiper avec des fortunes diverses, comme c'est le cas ici à Villefranche où nous sommes en 1958. Hélas, il va cesser toute activité au bout d'un an. À Lyon, c'est un peu la même aventure. Raymond Deleuze, qui exerce l'anesthésie-réanimation à l'hôpital Édouard Herriot, va lancer des équipes avec des externes ou des internes dans des ambulances. Hélas, l'activité va être suspendue l'année suivante par l'administration hospitalière. Par contre, vous avez d'autres villes comme Dijon, Périgueux, Aix et Chalon-sur-Saône qui vont créer des systèmes qui vont permettre de perdurer, comme ici à Dijon, à l'hôpital général. Vous noterez que la prévention routière, ou ici la Caisse d'épargne et de prévoyance de Troyes, participe au financement de ces ambulances, pendant qu'à Bordeaux, comme ça a été le cas à Paris, le transport médical des insuffisances respiratoires aiguës se poursuit grâce au professeur. Et à Toulouse, on n'est pas en retard, puisque dès 1958, Louis Laringue, jeune agrégé d'anesthésie-réanimation, organise lui aussi le transport médicalisé des grands insuffisants respiratoires. Et il a recours aux ambulances de la Croix-Rouge française. 4 janvier 1960, la France est sous le choc. La mort absurde à 47 ans du jeune prix Nobel sur l'ARN 5 dans l'Yonne. Et les Français découvrent que la route va tuer de plus en plus. Et c'est le début d'une décennie qui va voir doubler le chiffre des tués sur la route. Un peu plus tard, on atteindra le chiffre également de 350 000 blessés. Et les moyens de secours bénévoles, très souvent, paraissent quand même extrêmement dérisoires. Et pendant ce temps, rue de Tilsit, l'annexe du ministère de la Santé, où est le bureau de René Coirtier, voit défiler un certain nombre de médecins, donc Louis Laringue, Maurice Carra, Marcel Arnaud, donc tous viennent voir René Coirtier, et c'est à ce moment-là que sont publiées toute une série de circulaires relatives à l'organisation des secours aux blessés de la route. Et ces circulaires balayent tout l'arsenal des moyens hospitaliers et universitaires à mettre en œuvre. Hélas, ce ne sont que des circulaires comme celles relatives à l'enseignement de la réanimation respiratoire, qui pourrait être le début des gestes de premier secours faits par la population, jusqu'au décret du 2 décembre 65 qui va enfin faire bouger les hôpitaux. Cette fois-ci, il s'agit d'un décret, ce n'est plus une simple circulaire incitative, mais cette fois-ci, les hôpitaux sont mis au pied du mur et doivent impérativement se doter de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence. Ainsi, en 1967, c'est un autre jeune agrégé d'anesthésie-réanimation, Louis Serre, qui se lance toujours avec les moyens ambulanciers de la Croix-Rouge française dans les interventions préhospitalières. Et ces ambulances sont garées en dessous d'un panneau où est inscrit service mobile, il s'agit des ambulances, mais aussi les urgences, la réanimation. Et ce panneau va être utilisé pour servir de sigle le service mobile d'urgence et de réanimation, le SMUR, est né.
Ailleurs, ce sera les moyens mobiles de secours, le GMUR à Grenoble, SOS Nancy, chez le professeur Larcan, mais ce qui compte, c'est le terme de réanimation. Et le solide réseau radiosanitaire mis en place à Montpellier, comme à Toulouse, permet une connexion permanente avec les centres de secours des sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police. Mais Louis Fer ne s'en tient pas là et il prône également l'utilisation des moyens aériens de l'armée, ceux de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, ou de la protection civile. Mais à Toulouse, on ne reste pas inactif et en 1967, Louis Laringue lance une opération de communication sans précédent. Il se tourne vers la célèbre émission télévisée de 5 colonnes à la une. Et Armand Jameau, le célèbre journaliste de cette grande émission, fait part d'une découverte, si l'on peut dire, révolutionnant dans la rapidité des soins apportés aux blessés, le médecin qui, depuis l'hôpital, va diriger la main médicale grâce à un tableau électronique. Louis Laringue a compris que la télétransmission vers son service des paramètres d'un blessé ou d'un malade à bord d'une ambulance était promise à un bel avenir. Il ouvre ainsi la porte à la future télémédecine dont il sera un ardent promoteur et on le voit ici, Louis Laringue, donc lire un électrocardiogramme à distance et conseiller les jeunes confrères qui sont sur les lieux. Ainsi, à Toulouse, le prix des efforts de Louis Laringue et de René Carrier vont enfin aboutir le 16 juillet 1968 par la création à titre d'essai du premier service d'aide médicale urgence en France. Le sigle SAMU est officiellement adopté. SAMU, est-ce bien une invention française? Et un numéro unique d'appel d'urgence, est-ce vraiment nécessaire? Eh bien, c'est en effet une histoire belge. Admirer et montrer la prééminence. À la fin des années 50, en Belgique, on pense déjà à un numéro d'appel unique pour les urgences médicales, le 900, avec la création de centres de réception des appels, comme ici à Anvers. Puis vient la loi du 8 juillet 64 et son premier article qui a pour l'objet l'organisation de l'aide médicale urgente. De là à en faire un service, René Coirier et Louis Laringue sont tombés d'accord. Dès les années 60, l'URSS de son côté s'est doté dans les grandes villes, Moscou et Leningrad, d'un numéro unique et centralisé d'appel des urgences médicales, le 03 soviétique. Centralisation oblige. Nous nous y sommes rendus en mission d'études dans les années 70 et voici le centre d'appel de Leningrad à l'époque. On est bien loin encore des plateformes modernes qui vont être installées ensuite en France. La saisie d'un appel par une permanencière avant transmission au médecin régulateur qui est au fond de la salle et j'ai pu récupérer une fiche de régulation du centre d'appel de Leningrad. Je vous fais grâce de la traduction, mais effectivement, tout y est et la saisie des appels au SAMU en France suivra exactement consigne. De même, en 1967, Peter Safar fonde à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1967, le premier service mobile d'urgence. Mais là, ce ne sont pas des médecins, des internes qui sont à bord des véhicules, mais ce que les États-Unis appelleront les paramédics, c'est-à-dire des officiers de santé à mi-chemin entre l'infirmière et le médecin, et surtout formés à la réanimation respiratoire avec un matériel sophistiqué que Peter Safar
embarquent à bord de ces ambulances. Et effectivement, les fameuses ambulances des États-Unis avec le 911 passé là encore dans la postérité. Et aujourd'hui, des centres d'appel qui ressemblent effectivement à nos appels au SAMU. Pendant ce temps, à Paris, René Coirier finit par s'impatienter de voir la lenteur avec laquelle les hôpitaux français répondent aux fameux décrets et les SAMU, les SMUR qui se mettent en place dans les années 70 ne répondent pas encore à l'ensemble du territoire national. Le SAMU de Lyon, ainsi, est créé en 1974, donc près de 15 années après la tentative de Raymond Deleuze, et la couverture en SAMU dans tous les départements reste confidentielle. Même le monde s'impatiente. À quand un numéro national unique? Louis Laringue est pourtant sur le front, chargé de convaincre la médecine libérale et en premier lieu le Conseil de l'Ordre, ainsi que les syndicats de médecins libéraux, que la mise en service d'un numéro d'appel national ne peut être qu'un progrès en termes de vies sauvées. Et le 6 février 1979, une première circulaire de Simone Veil fait état des avancées vers la création des centres 15, suivie, et c'est une première, d'une circulaire du ministre de l'Intérieur afin que les centres de secours des sapeurs-pompiers adhèrent à cette mise en place d'un système national, et la circulaire est suivie d'une campagne de communication. Quand la vie tient à un coup de fil, faites le 15. La dernière étape de la construction des SAMU en France, menée par Louis Laringue, devenu député en 1981 à la nouvelle Assemblée nationale, sera la promulgation de la loi relative à l'aide médicale urgente et au transport sanitaire, loi définitivement adoptée le 12 décembre 1985. Et Edmond Hervé, lorsqu'il monte à la tribune, rendra hommage à Louis Laringue. Le rapporteur du projet est aussi l'homme que les spécialistes appellent respectueusement le père des SAMU. Veuillez accepter, monsieur le professeur, l'expression de notre reconnaissance et monsieur le rapporteur, nos félicitations. Et cela méritait bien la Légion d'honneur pour René Coirier, donc au lendemain de l'adoption de la loi sur l'aide médicale urgente et l'appellation des pavillons respectifs de Toulouse, le pavillon Louis Laringue, et à Grenoble, le pavillon René Coirier, qui abrite le SAMU 30. Et en conclusion, cette phrase de Mark Twain qui relate bien l'état d'esprit de René Coirier et de Louis Laringue. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et effectivement, à travers le monde, désormais, le SAMU va répandre ses principes dans tous les pays, et pas seulement dans la francophonie, mais un peu partout, en Amérique du Sud et également en Asie, jusqu'au SAMU mondial. Et si vous souhaitez plus, un ouvrage pourra vous intéresser, publié par les éditions Glyph, dans le cadre du Club d'histoire de l'anesthésie et de la réanimation, le tome 2 sur le SAMU. Je vous remercie.